Merci, merci à l'équipe de l'auditorium, Sophie Andrieux, Joseph Hirsch, de m'avoir effectivement confié cette table ronde sur, où il n'y a pas de table d'ailleurs, mais enfin cette rencontre qui prolonge l'exposition sur Erwin Blumenfeld. Bien, les présentations ont été faites. Bon, toutefois, j'ajoute quelque chose. Dorothea Bonkamp, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et spécialiste de la vie culturelle juive à Berlin et à Paris, enfin en général et ailleurs, entre les deux guerres. Voilà. Ilsen About, vous êtes chargé de recherche au CNRS et spécialiste des Roms, gitans, tziganes, et notamment de leur identification et persécution pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres champs, et de leur image aussi, on va voir effectivement comment leur image est saisie par Erwin Blumenfeld. Et Nadia Blumenfeld-Charbit, donc vous êtes médecin, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là, j'espère bien, et c'est parce que vous êtes la petite fille d'Erwin Blumenfeld que vous avez consacré beaucoup de temps à valoriser et à inventorier les archives de votre grand-père et que vous êtes effectivement co-commissaire avec Nicolas Feuilly du MAGE de cette exposition magnifique. Voilà, alors, cette fois-ci, donc, on va essayer de saisir l'homme. On a parlé de son œuvre. Là, on va essayer de comprendre qui était Erwin Blumenfeld, comment il a traversé et travaillé et percé en traversant le chaos à la fois des deux guerres mondiales et de l'antisémitisme, du nazisme et des camps de Vichy, pour être finalement l'un des plus grands photographes de mode des années 40-50 à New York et au-delà. Bien, alors, je vais commencer par une question à vous, Nadia Blumenfeld-Charbit. Est-ce que je dois vous appeler des deux noms? Oui. Mon mari étant dans la salle, peut-être, oui. Très bien. Donc vous avez connu Erwin Blumenfeld. Si je vous demandais de camper le personnage, de le décrire en quelques mots ou en quelques qualificatifs, le personnage à l'âge mûr, hein, pas au berceau. C'est plutôt moi qui étais au berceau, oui. Enfin, vous l'avez connu jusqu'à l'âge de 9 ans. 9 ans. Donc, vous avez quelques oui, souvenirs. Oui. Et puis, vous avez travaillé sur Alors tout son oui, corpus. je l'ai appris à le connaître aussi à travers sa photographie, bien sûr. Et puis à travers votre famille aussi. Et à travers mes deux parents, puisque mon père, c'est son fils aîné, Heinz, qui est devenu Henri. Oui. Et ma mère, Kathleen, à l'origine Lévy Barnett, mais ensuite Blumenfeld, s'occupait des mannequins chez Vogue et l'a rencontré à New York. Et l'a rencontré dans la fin des années 40. Et elle est devenue ensuite son agent pour la publicité, pour les contrats publicitaires qu'il faisait dans les années 50. Et elle a rencontré mon père secondairement, son fils, et elle l'a épousé donc en 56. Donc des deux côtés, mes parents connaissaient très très bien mon grand-père. Et quelques qualificatifs, je dirais intense, amusant, mais aussi un peu inquiétant. Un accent allemand qui est toujours resté. Bien sûr, nous parlions anglais. Moi, j'ai grandi aux États-Unis. Et oui, un petit peu effrayant comme personnage, mais très drôle et très amusant, racontant beaucoup d'histoires dans le style de Struwwelpeter, de Wilhelm Busch, de Grimm, des histoires un peu... toujours avec des personnages affreux. Il avait notamment inventé une femme horrible qui surgissait sur sa banquette arrière dès qu'il se mettait en route de New York à Princeton quand il venait nous voir et qui commençait à vomir partout dans la voiture, etc. Bon, qui s'appelait Antiquité, voilà. Et
il y a une série de photos de moi avec lui, prises par ma mère, qui est devenue photographe elle-même par la suite, et qui montrent bien, enfin, je devrais les numériser, c'est un travail en cours, que toute la base de données, tout le travail sur son archive que j'ai entreprise, que je fais avec une photographe, Marianne Rosenstiel, qui m'aide beaucoup là-dedans. On a numérisé ces clichés pris de moi avec mon grand-père, où à la fois j'ai l'air complètement fascinée et totalement terrorisée. Terrifiée. Il avait une vraie intensité, une vraie force de caractère qui transparaît dans l'exposition, je pense, dans ses œuvres. Ce n'est pas doux, ce n'est pas gentil. Il disait toujours la beauté, ce n'est pas joli, la beauté. Oui. On sent quelqu'un d'exigeant, intransigeant et pas facile. Oui, c'est ça. Oui, on le voit très très bien dans son livre, à la fois ce mélange, et surtout audacieux dans ses compositions et également dans sa vie. Finalement, c'est ce qu'on va voir. Alors, justement, on va remonter le temps et passer à son enfance. Alors, on le voit là sur cette photo avec papa, maman et sa petite sœur. Non, sa grande sœur, voilà. L'autre frère n'est pas encore né, j'imagine, ou alors il n'est pas là. Oui, pas encore né. Il est né en 1900, Heinz. D'accord. Donc voilà que petite Erwin naît en 1897. Alors dans son livre, il raconte même son enfance dans intra-utérine, si je peux dire. C'est totalement baroque. Mais alors, il naît à Berlin en 1897 et il y reste jusqu'à l'âge de 21 ans, jusqu'à après la guerre, jusqu'à 1918. Alors là, Dorothea Bonnekamp, vous qui connaissez bien Berlin de ce début du XXe siècle, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'était cette société juive berlinoise dans laquelle il apparaît? Oui, volontiers. Voilà. Bonsoir à tous. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la moitié de son autobiographie qui posait ici sur la table, la moitié est vraiment dédiée au récit de son enfance berlinoise et à ses origines culturelles et bien sûr linguistiques, son ancrage dans la langue allemande. Donc oui, ce souvenir des années berlinoises reste une étape très très forte pour Erwin Blumenfeld. Alors, il naît en 1897 dans une famille juive berlinoise qui est absolument emblématique de la bourgeoisie juive en Allemagne à cette époque-là. Alors j'ai repris quelques notes en me penchant sur la littérature scientifique dans l'histoire sociale. Alors il faut savoir que la minorité juive en Allemagne, qui comptait à l'époque environ 600 000 personnes, était totalement atypique en termes de structure ou d'architecture sociale, à savoir environ 60% des juifs allemands, donc 2/3, faisaient partie de la bourgeoisie au sens large. Donc, il y avait un profil très middle class. Beaucoup de gens actifs travaillaient dans des métiers liés au commerce. Et d'ailleurs, un actif sur deux était entrepreneur individuel. Donc, c'était un profil très PME, assez aisé. Donc, c'était en fait des juifs allemands qui se voyaient avant tout comme allemands. C'était des Allemands juifs. Juifs allemands serait totalement imprécis, même si bien sûr des oppositions sont très fortes au sein de ce groupe entre les sionistes, les marxistes, bien sûr des juifs orthodoxes ou encore la forte population immigrée qui afflue en Allemagne au même moment. Et ces juifs profondément assimilés, libéraux et aisés, étaient absolument patriotes. On le voit dans son récit autobiographique. Ils étaient souvent d'ailleurs anti-marxistes. C'était pas du tout. On a souvent à l'idée l'intelligentsia de gauche, mais c'était juste une minorité qui sera très proche politiquement au début du siècle du
parti du progrès, un parti démocratique, libéral, et qui deviendra, du temps des années 20, le Parti démocratique allemand. Voilà, c'était... Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore pour détailler un peu cet univers juif berlinois. J'ai encore un peu... Alors, juste quelques détails historiques pour bien vraiment poser le cadre de cette enfance. C'était... Donc, cette bourgeoisie juive était d'ailleurs représentée très fortement, par une association, une union très puissante, l'Union centrale des citoyens allemands de confession juive, c'est des Allemands avant tout, et qui étaient tout à fait, qui montraient à quel point ces Juifs-là étaient dévoués à la cause de l'empereur et à la monarchie allemande. Donc c'était des patriotes, ils étaient patriotes jusqu'au bout des ongles. On voit d'ailleurs un très bon exemple, c'est la mère d'Erwin Blumenfeld qui va aller jusqu'à dénoncer une tentative de désertion de son fils peu avant la fin de la Première Guerre mondiale. Et ils étaient totalement obnubilés parce qu'on croyait être à l'époque la symbiose julo-allemande, qui prend vraiment racine dans cette idéalisation et cette valorisation incessante de la culture allemande. Si je peux faire un petit point sur la structure professionnelle, puisqu'on n'en a pas tellement parlé dans le cadre, je voulais prendre un peu quelques points. Alors, comme je le disais, à l'époque, c'est totalement atypique par rapport aussi à la société allemande dans son ensemble. La moitié des Juifs allemands travaillaient, je l'ai déjà dit, dans des métiers liés au commerce. Ils étaient soit entrepreneurs ou commerçants, ou encore ils étaient extrêmement actifs dans les professions libérales, on le sait. Et cet entrepreneuriat industriel, ces professions libérales, en fait, découlaient d'une tradition familiale très forte, mais s'inscrivait aussi à l'époque, à la fin du 19e au début du 20e siècle, dans un secteur commercial en plein essor et dans un processus d'industrialisation en forte expansion. Alors juste pour prendre quelques exemples, pour visualiser tout cela, le Berlin du début du siècle, du XXe siècle, c'était l'essor de grands magasins qui étaient quasiment tous fondés par des familles juives. C'était les grands magasins très connus à l'époque, par exemple le grand magasin Tietz ou la chaîne de magasins Wertheim, c'est une espèce d'équivalent des Galeries Lafayette, ou encore l'actuel KaDeWe, le Kaufhaus des Westens, a été fondé par un entrepreneur juif en 1907. C'est aussi l'essor des grandes maisons de presse ou d'édition, là aussi, fondées par des juifs. C'est les éditions Rudolf Mosse ou par exemple Leopold Ullstein, encore les éditions Fischer. Donc il y a vraiment un essor commercial, éditorial très très fort. Et d'ailleurs, beaucoup de ces entreprises, petites entreprises, étaient actives dans le secteur du textile, ce qui était le cas du père d'Erwin Blumenfeld. La moitié des entreprises textiles appartenaient... Oui, lui, c'était les parapluies. Les parapluies. Mais de la confection pour dames, c'est aussi... Et ensuite, il entre en apprentissage chez Moses et Schlochauer, qui sont c'est la confection pour dames juifs allemands. À propos des parapluies, j'ai noté une chose tout à fait amusante, c'est que Roman Vichniac, qui était également... son père également était un industriel du parapluie à Moscou. Alors, je ne sais pas s'il y a une affinité élective entre le fait d'être juif, la photographie et le parapluie. D'avoir des parapluies qui ne protègent de rien du tout à part de la pluie. La pluie et le beau temps, peut-être. Non. Certainement pas de l'antisémitisme, mais bon, c'est voilà. Effectivement, ils avaient tous les deux une fabrique de parapluies. Mais cela étant, juste, il y a quand même quelque chose qui est sur lequel on peut s'interroger, c'est que d'une part, cette activité commerciale, etc., a été peut-être le résultat d'une exclusion précédente de la haute fonction publique au XIXe siècle, des Juifs et de l'armée et d'un certain nombre de fonctions qui les ont effectivement amenés à développer, à investir le commerce, l'industrie, etc. Et par ailleurs, ce qui était étonnant, enfin pas étonnant, mais ce qui est frappant dans ce milieu dans lequel est né Erwin Blumenfeld, il me semble, c'est que, et c'est ce qu'il raconte, c'est que sa famille n'avait que des amis juifs. Alors il y a un petit passage que je vais me permettre de lire parce que ça donne aussi le style d'Erwin Blumenfeld.
Dans son autobiographie, il dit « Je ne m'étais pas rendu compte que mes parents fréquentaient exclusivement des juifs. Ils ne se rendaient donc sans doute pas compte non plus. Il ne s'agissait pas de juifs de l'Est, polacs ou galiciens crasseux, mais de gens comme nous, des Israélites allemands, citadins, ouverts sur le monde, civilisés. Un Israélite est un juif honteux, un juif est un Israélite insolent. Civilisés qui ne voulaient rien savoir de la religion, ce qui ne les empêchait pas de mépriser leurs coreligionnaires renégats qui avaient acheté un billet d'entrée dans la culture européenne, à savoir le certificat de baptême. Qu'un goy s'égare chez nous, c'était hautement improbable. Et quand cela se produisait, on ne savait plus du tout comment se comporter. Les étrangers étaient des phénomènes que l'on submergeait de manifestations de respect débiles parce qu'on ne savait pas comment communiquer avec eux. Alors c'est étonnant cet antagonisme entre une volonté d'assimilation et une germanitude affichée, voulue, et en même temps cet entre-soi. Qu'est-ce que, Dorothea, est-ce que vous avez quelque chose Nadia Blumenfeld, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cet entre-soi qui a peut-être duré tout au long de la vie d'Ervin? Oui, c'est vrai, c'est un mélange. Moi, comme partout, il y a des hiérarchisations qui se font. Un mépris, je pense, de la part de cette bourgeoisie juive berlinoise vis-à-vis des... il parle d'un de ses petits cousins qui vient sa mère est partiellement d'origine de Pologne et qui parle yiddish, et ça, c'était très, très mal vu, méprisable. Qui a fui des pogroms. Voilà, oui. Et puis, effectivement, la fréquentation quasi exclusive de la bourgeoisie juive. Et lui-même, au cours de sa vie, effectivement, d'abord à Berlin, il fréquente un cercle d'intellectuels et d'artistes. Même quand il entre en apprentissage, il continue à les voir qui sont juifs, comme Paul Citroën, qui deviendra donc il va épouser la cousine de Paul Citroën, mais également Georges Gross, Else Lasker-Schüller, Shlomo Friedlander, tout ça, tous ces intellectuels sont juifs qu'il fréquente. Gross n'était pas juif. Ah, Georges Gross n'était pas juif, pardon. Oui, oui. Parler avec le micro. Oui, Georges Gross n'était pas juif, oui. Je le relis. Absolument. Mais c'est vrai que c'était aussi un milieu de l'expressionnisme, du dadaïsme, où ces différences religieuses n'avaient absolument pas de prise à part. C'est vrai. Oui. Et comment le fréquente-t-il en fait? Comment rentre-t-il le jeune Blumenfeld en contact avec cette avant-garde berlinoise qui va quand même être important pour lui. Oui, très jeune, il va être très attiré par les arts et par cette avant-garde qu'il voit dans les cafés, en fait, dans le café des Westens. Il raconte dans son autobiographie qu'il s'assied face à Else Lasker-Schüller, il la fixe jusqu'à ce qu'elle lui dise « Mais pourquoi vous me regardez comme ça ?» Et comme ça, un peu par effraction, il va rentrer dans ce monde. Et par la suite, son ami d'enfance, Paul Citroën, va lui faire le Bauhaus et donc va l'introduire d'autant plus dans ce milieu-là. Oui, d'accord. Et cependant, bon, il lit beaucoup, il fréquente, il va dans ses cafés, il s'impose, il est tout jeune, et il a un certain culot déjà, sans doute, on imagine. Voilà, Voilà, c'est ce qui le sauvera d'ailleurs, sans doute aussi. Et néanmoins, c'est pas une jeunesse dorée qu'il a à partir de 16 ans. Quand il a 16 ans, son père meurt, et puis de travailler. Oui, il y avait plusieurs maladies à cette époque-là. L'une d'entre elles, c'est la syphilis. Qui ne se soignait pas. Il a la syphilis? Non, son père. Ah oui. Son père, oui. Son père meurt de syphilis tertiaire, oui. Donc avec des manifestations de mégalomanie qui font qu'il dilapide l'argent de la boîte, qui fait faillite. Et il y a un conseil de famille qui se réunit et qui décide que le jeune Erwin va quitter le lycée et rentrer en apprentissage et devenir soutien de famille. Donc pour lui, ça, c'est un drame. Et sa mère a la deuxième maladie de ce siècle, c'est la tuberculose, dont elle va mourir assez jeune. Et sa sœur également va mourir avant la Seconde Guerre mondiale Oui. de tuberculose. Oui. Et donc il travaille et il
travaille quand la guerre commence. Il est en apprentissage. Il est en apprentissage. Alors là, c'est assez... Enfin, il arrive à rendre des choses absolument épouvantables, cocasses, en disant, effectivement, il se retrouve à vendre des vêtements de deuil, ce qui marche très très bien. Et oui, au début de la Première Guerre mondiale, ils ont un grand succès avec les vêtements. Voilà, alors il fait du porte-à-porte avec ses vêtements, ses mannequins et voilà des tenues de veuve. Voilà, ça marche très bien, sauf qu'il est mobilisé. Et là, c'est pas particulièrement drôle, même si là encore, il arrive à rendre les choses aussi ubuesques que cocasses. Alors, comment est-ce que... bon, il est mobilisé, il est envoyé... il se retrouve ambulancier en France. Comment est-ce que justement les Juifs allemands reçoivent... Enfin, comment se trouvent-ils dans cette Première Guerre mondiale ? Quel est c'est un sentiment national qui l'emporte, patriotique, mais il y a un moment où ça bascule un petit peu quand on se méfie des Juifs et qu'on les compte, non? C'est ça? Quand, je crois que c'est vous qui l'avez raconté, qu'il y a comment dire, les Juifs sont accusés des différentes défaites allemandes, les soldats juifs, et il y a un décompte des soldats juifs, et là c'est vraiment un choc, je crois, hein, une rupture. Voilà, ils sont donc Erwin traverse cette Première Guerre mondiale. Il se retrouve, alors là, je voudrais bien avoir des explications. Il est affecté, après avoir charrié des cadavres en tant qu'ambulancier sur le chemin des Dames, etc. Il se retrouve comptable au bordel de campagne 209 à Valenciennes. C'est une blague? Non, je crois que la plupart des épisodes qui sont racontés dans ce livre, qu'il a écrit en berlinois, en fait, en allemand berlinois, qui s'appelait Einbildungsroman et qui en français c'est Jadis et Daguerre. C'est lui qui a trouvé ce titre. Très joli. Je crois que la plupart des épisodes sont exacts. Il est comptable, effectivement, dans un bordel pour les soldats allemands. Et alors là, on a une description sans doute unique du commerce des prostituées en temps de guerre. C'est absolument épouvantable et ubuesque. Donc sa mère le dénonce quand il tente de déserter. Elle le dénonce à qui? C'est hallucinant également cette oui, je crois qu'elle a un frère qui travaille peut-être dans la police, quelque chose comme ça. Elle dit qu'il va déserter, il se fait arrêter. Et c'est de très peu qu'il échappe donc, à être court-martialed, oui, à la cour martiale. À la cour martiale. Et il arrive donc à se faire relâcher. Donc tout ça, c'est très bien raconté. Il est pris en même temps que sa fiancée parce qu'il avait pour projet de déserter avec elle vers Amsterdam. Elle est expulsée et lui, il risque des ennuis sérieux, mais finalement, il est réintégré dans l'armée. Et c'est à ce moment-là qu'il va apprendre le décès de son frère à l'âge de 18 ans sur le front, qui sera vraiment le second grand drame de sa vie après le décès de son père. D'accord, oui. Et alors, sa fiancée, c'était Lena... Donc, sa fiancée qui devient ma grand-mère, oui. S'appelle Lena Citroen. C'est une famille d'Amsterdam. Ce sont des Juifs de Hollande. Et donc, le meilleur ami de mon grand-père au lycée à Berlin, c'est Paul Citroen. Dont la famille vit à Berlin et qui lui dit un jour j'ai 3 jolies cousines à Amsterdam et que tu devrais leur écrire, et il commence alors une correspondance avec les 3 et une des 3 lui répond, et ce sera ma grand-mère. Ils se fiancent par lettres sans se connaître. Et donc il va épouser Lena Citroen en 1921 et il aura 3 enfants. D'accord, oui. Et il va à Amsterdam la rejoindre après et il va la rejoindre dès la fin de la Première Guerre mondiale. En 1918, il part pour Amsterdam. Alors pourquoi Amsterdam, outre le fait que c'est pour rejoindre ça? Je crois que c'est d'une part pour quitter cette Allemagne de la guerre, en fait, oui. de la Première Guerre mondiale, et aussi pour rejoindre sa fiancée. Mm-hmm.
Oui. qui elle est très très hollandaise. C'est-à-dire et qui a... c'est-à-dire, elle sait ce qu'elle veut, elle le dit. D'accord. Voilà. Et je pense qu'elle voulait vivre à Amsterdam. D'accord. Bon, comme lui aussi disait ce qu'il pensait, sans oui, doute, voilà. ça devait être intéressant. oui, c'était sûrement très, très intéressant. Ils avaient chacun un caractère très, très trempé, bien trempé. Oui. Alors, il y reste assez longtemps à Amsterdam. Il reste 17 années. 17 ans. 17 ans. Alors, qu'est-ce que... bon. De quoi vit-il? Comment... Alors, il veut être peintre. Il veut être peintre. Il vit au début, il essaye de commencer un commerce avec Paul Citroën, de montrer des tableaux d'artistes français qu'il admire à Amsterdam. Et tout ça, ça ne marche pas du tout. Et donc, il fait des œuvres aussi. Le dimanche, il peint. Il dessine, il fait des collages, il participe au mouvement dadaïste. Oui, il s'autoproclame chef de la centrale dada hollandaise. Il écrit à Tristan Tzara. Enfin, voilà, il fait des choses un peu dadaïsantes avec son ami et complice Paul Citroën. Et puis, il faut bien gagner sa vie. Donc, il va, grâce à un petit héritage, pouvoir ouvrir une maroquinerie sur l'artère principale d'Amsterdam, la Kalverstraat, où il vend des sacs pour dames. Voilà. Oui, et ça marche. Et ça marche comme ci, comme ça. Et puis, dans sa seconde, il trouve une chambre noire dans son second magasin. Il reprend la photographie qu'il avait commencé très tôt, qu'il avait commencé déjà à Berlin à l'âge de 10 ans. Il avait reçu un appareil photographique. Et donc, il reprend la photo et il développe lui-même ses tirages et les tire. Et il fait différents travaux. Il fait des portraits et il fait quelques reportages. Donc, oui, alors celui sur lequel on va s'arrêter, parce que c'est quand même un des rares reportages, enfin en tous les cas qu'on ait pu voir là, qui sont en extérieur. Et puis ça traite... Il traite d'un sujet, il va à la rencontre d'un sujet qui est un peu iconique. Alors, je crois qu'on va pouvoir voir. Voilà, il s'anaboute. Là, c'est vraiment votre partie, votre domaine. Où est-il? Que fait-il? Pourquoi est-il là-bas, à un petit millier de kilomètres de chez lui, en train de photographier des gitans, donc dans le sud de la France, à Sainte-Marie-de-la-Mer, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Oui, alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce voyage. Donc, la première, c'est, je pense, relié à cette période pour Blumenfeld, qui est une période d'expérimentation, d'essai. Donc, il démarre son activité de photographe de studio. En même temps, il a une autre pratique de la photographie plus ancienne, disons non professionnelle, mais à travers ses collages. Et je pense que ça, c'est vraiment une matrice esthétique, intellectuelle très importante dans la suite de son travail. Les collages photographiques qu'il élabore forment des travaux sur les ombres, sur les couleurs, sur les associations très très formelles. Donc là, il y a une influence aussi dadaïste importante. Mais je pense que lorsqu'il se rend en France, il est motivé par l'accomplissement de nouvelles recherches esthétiques. Alors, c'est un chercheur, absolument. Voilà, je crois que là, c'est une période intéressante, importante. Et d'ailleurs, ce reportage, on peut appeler ça une série plutôt, aux Saintes, est tellement une expérimentation que certaines des choses qu'il pratique à ce moment-là sont abandonnées par la suite. Oui. Donc, plusieurs choses. Premièrement, il fera très peu de photographies en extérieur par la suite. Oui. Il travaille essentiellement en format 4-5
et non pas en 24-36. Et cette série, c'est du 24-36. Il y a une hypothèse discutée avec Marianne, je crois, qui consisterait à penser qu'on lui a prêté un appareil photographique pour ce voyage précisément. Parce que dans la suite de son travail, on ne trouve aucune autre photographie en 24-36. Alors, donc ça, c'est sur le plan technico-artistique. Après, il y a d'autres influences qui le poussent sans doute à se rendre au bout de la Camargue, dans ce petit village situé à une vingtaine de kilomètres d'Arles. La première raison, je pense, c'est sans doute une attraction pour Van Gogh et cet univers très important pour lui. Une des photographies qu'il réalise d'ailleurs de la tombe de Van Gogh est peut-être réalisée à ce moment-là ou plus tardivement. Là, on est en 1928, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais après, effectivement, après son arrivée en France, il se rendra à nouveau dans le Sud. Alors, il y a d'autres éléments intéressants à souligner. D'autres artistes que lui se rendent dans le Sud ou photographient des Gitans, des Tziganes, des Roms dans le reste de l'Europe. Par exemple, un théoricien très important des avant-gardes et photographe lui-même comme László Molinách réalise un film qui s'appelle Zigeunerstadt sur les Roms de Berlin. Donc ça, c'est une œuvre qui est importante, qui circule sans doute autour dans ce cercle que Blumenfeld fréquente. Marianne Breslauer, sa grande amie, photographe elle-même, photographie aussi des Roms au cours de certains reportages. Germaine Krull photographie des romanichels de la zone autour de Paris, se rend à Marseille évidemment pour réaliser les séries bien connues, et d'autres photographes aussi issus de l'exil, venant de l'Europe de l'Est, photographient ce sujet-là en particulier. Laure Kruger, qui a été exposée ici par exemple, mais aussi François Collard, Kertész, qui fait une série extraordinaire dans la zone, ainsi que des gens qui gravitent dans les cercles des agences photographiques, notamment quelqu'un qui s'appelle Tchiki Weiss et qui était l'assistant de Capa. Tous travaillent pour des magazines aussi comme Regard, Vue, qui sont l'avant-garde photographique ouvrière aussi, et donc engagée. Et ce motif des Roms, des Tziganes, des Gitans, si vous voulez, on reviendra sur les termes, est un motif intéressant dans cette dynamique parce qu'il permet de projeter, je pense, une figure de l'exil pour beaucoup de ces exilés juifs persécutés ou fuyant les persécutions ou sensibles à l'antisémitisme. Et c'est aussi un sujet esthétique, c'est-à-dire que c'est une figure de la transgression, c'est une figure une forme de décalage, une forme de vie libre en dehors de la société industrielle et de la société conventionnelle. Donc ces artistes projettent aussi certains fantasmes, certaines idées, certains engagements dans ce motif. Donc tout cela explique les raisons de ce voyage. Et donc là, nous nous situons dans l'église des Saintes-Maries de la Mer, où a lieu régulièrement, chaque année, entre le 24 et le 25 mai, un pèlerinage qui devient spécifiquement un pèlerinage des Gitans par la reconnaissance de la sainteté de Sarah par l'Église catholique en 1935. Donc là, on se situe dans une phase intermédiaire où le pèlerinage des Gitans reste marginalisé aussi à l'intérieur du pèlerinage des autres saintes, car il y a 3 saintes en tout qui sont vénérées au pèlerinage. Et donc, il est très probable qu'il visite donc les Saintes Maries au moment du pèlerinage à la fin du mois de mai. Alors, donc ici, on a une image intéressante c'est la fin d'une série. C'est l'hypothèse que je fais, puisqu'il photographie cette même femme et ce même enfant plusieurs reprises devant l'église, dans un lieu particulier où généralement, des femmes étaient réunies pour lire les lignes de la main. Ça faisait partie du métier conventionnel pratiqué là-bas, avec un grand succès, puisque c'était un métier prisé par une clientèle spécialisée, elle aussi. Oui. Bien, alors je crois il y avait 2 autres photos
puisque c'est un sujet qu'il a quand même travaillé. Alors, il est venu et revenu sur ce sujet. Bon, c'est un peu exagéré parce que de dire ça dans le sens où il y a cette série des Saintes, puis une série qu'il fait de Django et de Grappelli. Mais cette fois, on est en 1936 à Paris, au moment de l'ascension du fameux groupe de jazz de Django. Et donc, c'est sans doute une photographie réalisée en vue d'une commande pour une couverture de disque ou dans le cadre de l'activité des cabarets dans lesquels Django pratiquait sa musique. Ah oui, très bien, oui. Et il y a une autre photo, par contre, qu'il retravaille, enfin non, qu'il ne retravaille pas, qu'il retrouve plutôt. Alors ça, c'est une histoire intéressante et curieuse. Donc, nos recherches respectives nous ont conduit à distinguer donc, la série des Saintes Maries et une autre série de portraits de femmes roms qu'il réalise très, très probablement à Amsterdam, donc après 1928, sans doute entre 1930 et 1932, au moment où il réalise un important travail photographique en vue d'une exposition sur des visages de femmes. D'ailleurs, un des motifs qui peut expliquer aussi certaines photographies de la série de 28 des Saintes Maries. Donc, il réalise ces portraits. Donc, vous voyez, là, le format est un peu différent. Ce sont des 9-12, là. Voilà, oui. Portrait donc de deux femmes, dont l'une tient un enfant. Sur l'autre portrait, il réalise des travaux d'agrandissement, de modification du contraste qui sont... Enfin, c'est une photographie où on voit une femme à une cigarette dans la bouche. C'est très fort et c'est exposé ici. Et alors, cette photographie-là est l'objet d'un retirage après-guerre, au moment où il récupère les négatifs laissés en Europe avant la guerre. Donc dans une lettre, une sorte de légende de cette image, il indique que cette femme est une gitane photographiée aux Saintes Maries de la Mer et qui aurait subi les détériorations de la guerre, le négatif ayant été conservé dans une cave à Montparnasse pendant la guerre. Alors, un petit travail un peu plus affiné montre qu'en réalité, il s'agit d'une surimpression de deux photographies. Et on distingue en bas à gauche une trace d'empreinte digitale qui montre qu'il y a une manipulation de négatifs. Donc en fait, on a une photographie de mur, sans doute, sur le portrait réalisé au début des années 30. Donc en fait, mais qu'importe. Elle est très belle. Ce qui est important, c'est ce produit, cet effet qu'il produit de cette image, et qui devient une image un peu clé, un peu, je pense, mélancolique aussi, parce que lorsqu'il est à New York et qu'il réalise cette image, il a quitté l'Europe, il a quitté toute cette époque de l'entre-deux-guerres. Et donc, c'est une image de la nostalgie aussi, du temps qui passe. Et d'ailleurs, dans le travail qu'il réalise à la fin des années 50 pour réunir les 100 plus belles de ses photographies, il place cette image à côté de la photographie du tombeau de Van Gogh. Ah oui. Oui. Comme une sorte de référence au pilier de sa vie. Donc c'est une image importante. Là encore, une image de l'exil aussi. À tout point de vue. Donc en fait, là, donc cette série, il l'a fait... Enfin, c'est Gitan, il photographie quand il est à Amsterdam. Il vivote avec sa boutique. Alors, il a une phrase très drôle qui est sa boutique fait faillite en 1935. Je ne voulais pas vendre aux clients ce que leur mauvais goût réclamait, mais seulement ce que je trouvais personnellement beau. Voilà. Donc là, on a l'impression que c'est tout Blumenfeld, inflexible sur ses choix. Bon, en tant que commerçant, c'est pas terrible. C'est une phrase un peu clé parce que de même pour les magazines ou pour la publicité, il ne veut pas leur fournir ce que les directeurs artistiques réclament.
mais ce qu'il trouve personnellement beau. Oui, il a pas de bon rapport avec les directeurs artistiques qu'il appelle des directeurs merdistiques dans son livre. Voilà, bon, c'est l'insolence du photographe. Voilà, donc finalement, il fait faillite, il ouvre quand même, il a ouvert un premier studio photo quand même, fait ses photos, Oui. et il part à Paris. Sans le sou, grosso modo, même pas grosso modo, complètement. Oui, parce qu'il a eu 2 expositions à Amsterdam dans une galerie de Karl van Leer, mais j'ai vu des critiques des expositions, la première était en tout cas assez désastreuse. C'était assez désastreux, oui. Bon, donc il est très très loin de la célébrité et il débarque à Paris parce que il a rencontré la fille. Alors, il photographie les femmes qui viennent dans sa boutique. Dans sa boutique de sacs. Et donc, ouais. L'une d'entre elles, c'est la fille de Georges Rouault, un peintre qu'il admire beaucoup. Et donc, il fait son portrait et elle lui dit « Mais que faites-vous donc dans cette boutique à demi vide, là, à Amsterdam? Vous devriez venir à Paris et je vous présenterai... aux personnalités que fréquente mon père, donc des avant-gardes et des peintres, et vous ferez leur portrait et vous serez célèbre. » Donc, appâté, il part à Paris. Il laisse femme et enfants. Il en a déjà... Oui, transitoirement, voilà. Il laisse femme et enfants jusqu'à avoir un peu d'argent pour les faire venir. Voilà. Donc, il habite là dans un hôtel borgne, en fait, totalement borgne. Oui. Rue d'Odessa, Montparnasse, certes, mais vraiment minable. Oui, il lui consente un prix d'amis à condition qu'il libère sa chambre entre 3h et 7h du soir pour d'autres activités. Oui. Absolument. Voilà. Alors, Paris, néanmoins, bon, il y avait ce vague fil directeur, enfin ce vague contact, mais Paris, c'était un rêve pour un juif berlinois cultivé à l'époque. À quoi ressemblait Paris? On est en fait en 36 quand il arrive. Il a quand même presque 40 ans, hein, c'est pas un jeune homme. Et il débarque là. Là, Dorothea Bonnekamp, vous allez peut-être nous dire de même quel est ce Paris qui va retrouver ou trouver dans les années 30. Alors, deux questions, une réponse. Alors, effectivement, Paris restait déjà au début du siècle, mais plus encore après la fin de la Première Guerre mondiale, un horizon totalement rêvé. Paris, c'est la capitale de la Révolution, et surtout, la France, c'est le pays où le modèle républicain fonctionne, à la différence de ce qui se passe en Allemagne à la même époque. Vous le savez, la République de Weimar est secouée par les crises successives jusqu'à ce qu'elle échoue, elle décline totalement à partir des années 30, alors que Paris, la France sort victorieuse du premier conflit mondial, la synthèse républicaine, le modèle républicain sort lui aussi vainqueur, c'est le pays phare de l'intégration juive. Donc effectivement, Paris devient aussi un horizon de plus en plus proche, parce qu'on note tout au long des années 20 des voyages de plus en plus fréquents entre intellectuels, entre les deux cités, entre les deux capitales, qui sont désormais les deux grandes capitales culturelles de l'Europe. Hein. C'est après le déclin de Vienne et aussi de Prague, suite à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc il y a des échanges, des circulations, des transferts très très forts, beaucoup de traductions d'ouvrages français en langue allemande au cours des années 20, des rencontres fréquentes entre écrivains français et allemands, notamment en Bourgogne, à Pontigny, les décades de Pontigny. Bref, lui-même, Blumenfeld, fait plusieurs fois le déplacement à Berlin au cours des années 20 et transparaît dans son œuvre photographique toute la fascination pour l'histoire française. Il photographie des cathédrales absolument somptueuses. Donc effectivement, Paris, c'est un peu ce Paris basacien, c'est là où il peut enfin déployer son talent. Et c'est vrai. Il a beaucoup lu Balzac d'ailleurs. Il a lu beaucoup Balzac. Il y a vraiment une charge, une dimension basacienne très forte dans son autobiographie. Bref,
il s'installe à Paris et en fait, il suit en quelque sorte ce grand flux ou ces flux successifs d'émigrés allemands qui quittent l'Allemagne nazie au même moment. Sauf que là, la trajectoire de Blumenfeld va tout simplement diverger de la majorité des émigrés allemands qui s'installent à Paris dès 1933, donc dès les premières persécutions. Il y a 3 grandes vagues d'émigration juive allemande et autrichienne en France. 1933, c'est l'incendie du Reichstag, c'est les premières rafles, les premières traques des intellectuels, c'est le boycott des commerces juifs, les intellections professionnelles, etc. 1935, les lois de Nuremberg. 1938, l'annexion de l'Autriche et de la région des Sudètes. Donc, ces 3 grandes étapes où l'émigration juive en France fait vraiment écho à ces 3 grandes étapes. Or, Blumenfeld s'installe en 1936 pour des raisons professionnelles. Pas à cause du Front populaire ou pas grâce, pas pour le Front populaire. Il n'y a pas d'engagement politique chez lui. Non, il n'y a pas d'engagement politique. En tout cas, il n'en parle pas. Même si l'expérience du Front populaire, 1936-1938, reste une matrice politique, intellectuelle très forte, très profonde pour toute cette intelligentsia judéo-allemande qui arrive à Paris, encore que ce n'est pas que des intellectuels, des professeurs d'université déchus qui arrivent, c'est là aussi l'émigration est fortement marquée par ce profil socio-professionnel, c'est avant tout des entrepreneurs, des commerçants qui ne peuvent plus exercer en Allemagne. En tout cas, lui, il s'installe, il fait la rencontre de Cecil Beaton, il commence à faire carrière, alors que ce n'est pas du tout le cas de la grande majorité des émigrés allemands qui vivent à Paris, alors qu'ils sont totalement obnubilés par la beauté de la ville lumière, vivent dans la plus grande précarité, ils ne peuvent plus exercer. La grande partie des médecins et des avocats qui arrivent n'ont aucune autorisation de travail, comme beaucoup d'entre eux. La plus grande majorité des émigrés déjà spoliés en Allemagne arrivent sans le sou et vivent dans la plus grande précarité à Paris. Ceci est encore aggravé par les incessantes tracasseries administratives, l'impossibilité d'avoir des titres de séjour, des titres de travail, très gros soucis de logement. Donc là, tout d'un coup, Blumenfeld, lui, il décolle, alors que le gros des émigrés, c'est pas du tout alors qu'il connaît ces tracasseries de papier, administratives, etc. Mais lui, effectivement, c'est absolument phénoménal la façon dont il va percer en quelques années à Paris, partant donc de rien. Mais si on reprend, voilà, en 1936, il a sa première... Oui, il a très très rapidement une première exposition en 1936 à la galerie Pierre Worms. Donc je pense qu'il se peut que son galeriste hollandais avait déjà des connexions avec ce galeriste parisien, parce que c'est vrai que c'est très rapide et qu'il expose ses photos hollandaises. La première exposition, c'est celle des photos hollandaises. Et puis il y en aura une seconde fin 1937 dans une exposition collective, L'Art Cruel. Également chez Pierre Worms, mais il participe à un certain nombre de magazines de prestige, dont Verve, et c'est vrai que ça arrive très rapidement. Son entrée dans la mode se fait plus tard, mais il travaille incessamment. Oui. Et c'est vrai que même avant de vivre à Paris, il était venu en France faire des photographies des cathédrales, peut-être de la tombe de Vincent van Gogh, peut-être également des tapisseries, il aime beaucoup l'art classique français. Donc, et puis, il arrive à trouver, justement, au début, il partage un studio photo avec un autre photographe, et Luigi Diaz, et ensuite il se dispute avec lui et il arrive grâce à Marianne Breslauer, qui a un mari qui est galeriste, qui s'appelle Walter Feischenfeld, qui est un galeriste suisse qui a pignon sur rue, et donc qui l'aide à obtenir son premier studio à Paris, rue de Lambre. Oui. Oui. Oui, je pense qu'on peut ajouter aussi qu'il y a un autre phare qui attire Blumenfeld à Paris, et qui s'appelle Man Ray. Il ne s'installe pas, je pense, par hasard, complètement rue de Lambre, à peine 200 mètres du grand atelier de Man Ray, qui va l'inspirer énormément aussi sur un plan esthétique. Puis par ailleurs, Paris, à ce moment-là, est vraiment la capitale de la photographie,
avec d'un côté le mouvement surréaliste qui génère énormément de travaux photographiques, et de l'autre, la mouvance de la photographie de reportage avant-gardiste autour des magazines comme Vue et Regard. Oui. Et donc, oui, et c'est là, enfin, donc, on parle de son ascension. Donc, il a ce studio rue de l'Ambre qui a l'air assez magnifique. Enfin, en tous les cas, si l'adresse est bonne, j'ai regardé un peu quel était ce bâtiment. Il est sublime, on peut le voir, hein, toujours. C'est un très, très... Plus tard, il y a eu les Pictorial Service qui étaient... au 9 rue de l'Ambre, dans cet immeuble d'atelier d'artistes. C'est un des ateliers d'artistes remarquables de Paris. Oui. Au début, il est plutôt dans la veine, effectivement, Man Ray, photographie d'art, et peu à peu, il se rend compte que pour gagner sa vie, il faut faire soit de la publicité, soit de la mode. Oui, alors c'est ce qui fait effectivement de la publicité pour L'Oréal, ce chat avec un savon, et qui lui permet de faire venir femmes et enfants à Paris et de commencer à s'installer. Mais déjà, donc, en fait, en 1938, il a toutes ses commandes et des expositions. En 1939, c'est quasiment la consécration avec ce portfolio dans Vogue extraordinaire pour le cinquantenaire de la Tour Eiffel, c'est ça, Vogue Paris. On se demande comment les mannequins tiennent en équilibre, c'est terrifiant. Quand on regarde bien le portfolio qui était fait pour le cinquantenaire de la Tour Eiffel, il y a un certain nombre de mannequins assez prudentes qui sont derrière des balustrades, et puis il y en a une qui s'élance quasiment en apesanteur, et ça c'est Lisa Fonsagrive qui était à l'époque la femme de Fernand Fonsagrive, un autre photographe, qui était danseuse et qui va ensuite épouser Irving Penn aux États-Unis, qui deviendra Madame Penn, et elle n'avait visiblement pas peur des hauteurs, et mon grand-père avait aussi cette caractéristique que moi j'attribue plutôt aux Allemands qui adoraient grimper. Ah oui. Partout il y avait une montagne, alpiniste, un clocher, un sommet, il fallait monter. Voilà. Bon, et donc, effectivement, d'ailleurs, il est en pleine ascension lui-même. Lui-même, oui. Voilà, et il part... donc, c'est assez extraordinaire. Puis, il rencontre beaucoup de femmes. Enfin, il doit avoir une vie extrêmement intense. Et il part... il se fâche, hein, il se fâche beaucoup, avec Vogue, notamment. Et il part à New York... pour prendre contact avec le Harper's, enfin la revue concurrente, voilà, et il revient triomphant avec un super contrat. Et puis voilà, pour suivre les modes parisiennes pour le Harper's Bazaar américain, il revient fin août 1939. Voilà. Et sa famille est en France à ce moment-là en vacances. Et comme chacun sait, début septembre 1939, la guerre éclate. Voilà. Il avait à ce moment-là. Alors c'est assez incroyable parce qu'il avait, en même temps, c'était quelqu'un de très angoissé, très même, dès son enfance, apparemment, l'antisémitisme était quand même toujours un peu présent à Berlin, y compris évidemment dans son enfance et après, et il n'a pas vu venir cette guerre, parce qu'il fait des projets fantastiques, il s'apprête à louer un appartement à Saint-Germain-des-Prés, fabuleux. Oui, il avait des prémonitions, puisqu'on voit dans l'exposition les montages avec la tête d'Hitler dès 1933, assez effrayant. Il était parfaitement conscient des dangers. Et pourtant, il se trouve coincé en France... puisque à la veille de la guerre, il n'y croit plus à la guerre. Oui. Il dit « Je n'ai jamais eu le temps pour les réalités, je me suis toujours empêtré dans les illusions à cette époque. » Voilà. Parce qu'en même temps, il se met à bosser jusqu'au dernier moment. Il doit recevoir la fille de l'ambassadeur américain le 1er septembre ou le 31 août, quelque chose comme ça, pour la photographier. Il prépare tout. Et puis...
Et puis évidemment, elle ne vient La pas. séance n'a pas lieu et là, en c'est route pour les c'est la États-Unis. guerre. Mais lui est à Paris. Voilà. Et donc comment va-t-il là, ça va être une nouvelle chute. Enfin, je veux dire, après, il y a eu la Première Guerre mondiale. Il a émergé finalement à Paris et un peu à Amsterdam. Et puis là, Blum. Oui, parce qu'il se trouve dans la situation, je pense, qu'à un moment donné, les Juifs ont perdu leur nationalité allemande. Il est apatride. En fait, son passeport n'est plus valable. En quel... seulement 41. Donc il est toujours allemand. Oui. Mais son passeport n'est plus valable, en fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il se retrouve en France, ennemi, puisqu'allemand. Oui. Et donc, c'est en tant qu'Allemand qu'il va devoir être interné, puisque la France va interner à ce moment-là, après avoir interné les républicains espagnols. Ces mêmes camps vont servir à interner les ressortissants de pays ennemis et même de pays neutres. Enfin, c'est une grande pagaille, mais certainement les ressortissants allemands sont internés, qu'ils soient anti-hitlériens ou pas. Donc, il y a un grand mélange, qu'ils soient juifs ou pas. Alors avant quand même, avant, ils sont à Vézelay. Oui. Et il a la chance là de ne pas encore être mis dans un camp en 1939, alors que par exemple Arthur Kessler, qui raconte très bien ça dans La Lie de la Terre, est interné à Auvernay-d'Ariège, donc dans le camp où Blumenfeld se trouvera à l'été 1940. Lui est interné tout l'hiver 1939 déjà. Et donc ils sont à l'hôtel de la Poste de Vézelay et mon père ne peut pas aller à l'école, ni sa sœur, ils ne veulent plus de juifs. Mon oncle va brièvement à l'école. Votre père, c'est Henri, c'est ça? Mon père, c'est lui. Voilà. Il est là. Ma grand-mère Léna Citroun, le plus jeune fils Yorick, et ma tante Lisette et mon grand-père. Oui. Et là, ils sont tous à Vézelay. Et donc, mon oncle va à l'école, mais il se fait traiter de sale juif et de sale boche. Oui. Et Blumenfeld, même il y avait un article dans la presse locale, je crois, parachutiste boche, espion arrivé à Vézelay, quelque chose comme ça. C'est ça. Ce sont des. Et néanmoins, il fait des pieds et des mains pour essayer d'être engagé volontaire. C'était une volonté patriotique, c'était une façon il est très très francophile en fait, du moins au début de la guerre. Là on est avant la défaite. Avant la défaite, il veut s'engager pour défendre la France. Mais ça, ils vont pas engager des Allemands, c'est ça. Peut-être Dorothea peut nous dire un mot sur la situation des Juifs à ce moment-là. Allemands pris dans la guerre en France. Oui, tout à fait. Effectivement, avec le début de la guerre, ils sont tous déclarés étrangers hostiles, indésirables, et internés à ce titre, que ce soit à Paris ou dans le sud de la France, dans les camps d'internement qui ont été mis en place dès 1938, en fait, et qui étaient au départ destinés à à l'internement des réfugiés républicains espagnols qui commencent à affluer dès 1938, mais aussi destinés dès 1938 à l'internement de ceux des émigrés juifs qui devaient être expulsés. Nombreux étaient les émigrés qui n'avaient pas les papiers, les titres de séjour. Ils devaient être expulsés, mais il y avait une clause qui disait, attention, dès lors que l'émigré court un danger de mort dans sa patrie, donc c'était pour des soi-disant raisons d'humanité qu'on préférait interner tous ces gens-là dans ces camps que la France de la Troisième République finissante a mis en place dès 1938. Et ce faisant, elle a mis en place les jalons institutionnels de Vichy. Alors je crois que justement là, l'itinéraire recoupe de Blumenfeld recoupe celui des Gitans en général en France, puisque il y a eu aussi un internement des populations. Oui, mais qui ne commence qu'après octobre 40. D'accord. Donc, oui. Après l'occupation, même s'il y a une répression qui commence par l'assignation à résidence des nomades en France à partir d'avril 40, donc avant la défaite. l'occupation.
Mais c'est une autre histoire. Là, D'accord. je pense que ce qui est important de souligner, c'est que Blumenfeld se retrouve dans le réseau de cet internement qui vise, on l'a dit, les apatrides, les ressortissants des puissances ennemies et ceux qui sont en défaut par rapport à la législation sur les papiers des étrangers en France. Il faut savoir que quand Blumenfeld arrive en France, il doit se soumettre à une demande de carte d'identité d'étranger. Et il est donc enregistré en préfecture et c'est des papiers qu'il faut renouveler régulièrement et beaucoup de personnes sont dans l'incapacité de renouveler correctement leurs papiers. C'est pour ça que son passeport arrivant à échéance, il ne peut pas le renouveler parce qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine. D'accord. Oui. Et donc après alors on n'a pas de photo. Enfin là, il a apparemment encore un appareil photo à Vézelay. Enfin, je ne sais pas s'il est. Oui, il prend beaucoup de photographies à Vézelay encore. Évidemment, mais après, suite, dans les camps, il n'en a plus, puisqu'il est interné en mai 40 en Bourgogne d'abord, puis après, il est trimballé dans les camps dans les Pyrénées et dans l'Ariège, au Vernet d'Ariège, qui est un camp très dur. Le pire camp français de ce moment-là. Oui. C'est aussi accueillir des criminels où les conditions étaient tellement rudes. Aussi, il y a 3 blocs et dont un accueille des criminels, effectivement. Oui, c'est le camp où est passé effectivement Arthur Koestler, oui. Qui a livré un témoignage terrifiant enfin, de ce camp. Alors il y a une photo dans le très beau catalogue d'ailleurs, une photo qui, elle n'est pas de Blumenfeld, mais qui montre ce qu'était ce camp. Alors là, ils sont au Maroc. Hein. Et là, ils sont, oui, alors là, c'est plus tard. Avez... c'est plus tard. Et non, je recherchais quelque chose, mais je ne le retrouve pas. Voilà, il décrit en fait son arrivée au Vernet, où ils sont tout le monde après avoir déjà traversé plusieurs camps, et où là, tous les détenus sont priés en plein milieu de la place du village de se mettre complètement à poil. Les gens passent, enfin il décrit ça, et voilà, il voit des gens, des détenus qui sont déjà là et qui sont dans un état absolument épouvantable. Voilà, et il va rester 6 mois, je crois, au Vernet. Moins, je pense, mais bon, c'était un camp assez terrible, oui. Un camp. Oui. Mais sa fille, elle a été internée à Gurs pendant ce temps-là aussi. Mais par contre, sa femme et les 2 plus jeunes, ces 2 jeunes fils, sont laissés libres et ils font l'exode avec la famille hollandaise qui est venue les rejoindre. Ils vont au sud de la ligne de démarcation et puis ils arrivent un peu miraculeusement, il le décrit très bien dans l'autobiographie, à le retrouver, à le localiser au Vernet. Ils viennent le voir. Ils obtiennent la permission de le voir et ensuite il est mis dans un autre camp à Catus. Et après, il commence à être un peu élargi parce qu'il y a des commandants. Catus est moins terrible. Le commandant, notamment, est assez favorable à De Gaulle et va essayer de l'aider. Va écrire notamment à Harper's Bazaar et va dire comment faire pour le sortir de là. Oui. Oui. Et ils sortent, effectivement. Enfin, il réussit à avoir un visa, mais c'est pas fini. Oui, alors un peu miraculeusement à Marseille. Donc après, ils sont en résidence à Agen pendant 6 mois. Et de là, il va à Marseille, il obtient des visas. Et puis, il faut visa de sortie de France, visa attestant qu'il n'est plus prestataire, puisque c'était ça le statut qu'ils avaient, un visa d'entrée aux États-Unis et des billets de bateau. Et ayant obtenu tout ceci, ils embarquent sur un cargo le 10 mai 1940 vers la Martinique, puis États-Unis. Mais après avoir passé le détroit de Gibraltar, ils sont arrêtés à Casablanca. Ils sont, à ce moment-là, ils ne peuvent plus repartir. Les Américains et les Anglais se méfient de qui on a embarqué sur ces bateaux et ne veulent plus les laisser passer. Et donc, ils sont bloqués au Maroc. Et là, c'est l'administration de Vichy qui les interne. Oui. Et ici, ils sont dans un camp à Sidi El Ayachi, au sud de Casablanca. Mm-hmm.
Oui, alors ça fait partie des nombreux camps de détention installés par Vichy ou utilisés par Vichy en Afrique du Nord, hein, au Maroc, en Algérie, en Tunisie aussi. Et, mais alors là, apparemment, la vigilance était moins grande hein, que au Vernet. Et il y avait des associations caritatives, et notamment juives, qui pouvaient venir visiter les détenus et leur porter secours. C'est ce qui Oui, ils ont été secourus par des associations juives. Il y a notamment donc un livre très intéressant récent de Susan Gilson Miller sur une avocate du Maroc, la première femme avocate du Maroc, Nelly Benatar, qui s'est attelée à la tâche de faire sortir justement de ces camps et repartir vers d'autres destinations les juifs retenus dans ces camps. Et également en France, il y a une association HICEM, enfin en Europe, qui est en Europe et qui travaille avec le Joint américain. Et notamment, on voit qu'ils obtiennent finalement des billets sur un paquebot portugais pour repartir avant l'expiration de leur visa d'entrée aux États-Unis. Oui. Et c'est notamment quelqu'un qui s'appelle Raphaël Spagnon qui a été qui lui est basé à Marseille et qui aide avec cette association d'aide aux Juifs. Donc effectivement, à ce moment-là, ils sont secourus et ils peuvent heureusement repartir en août 1941. Oui. Et donc ils arrivent après 10 jours ou 8 jours de traversée à New York. On voit à quoi ressemblait. Ah, ça, c'est le Mont Viso, c'est le paquebot où ils embarquent à Marseille. Et itinéraire parallèle un petit peu à celui de Germaine Kroul, par exemple, qui, elle va jusqu'à la Martinique et elle est internée, et ensuite à Rio. Alors, eux, ils aboutissent à New York. Oui. Alors, ce parcours terrible a été effectivement celui de nombreux Allemands, juifs allemands. Et alors, est-ce que, justement, quand il arrive à New York, est-ce qu'il va s'appuyer, un peu comme l'a fait Vichniac, hein, qui a eu également aussi un parcours, qui a été interné en France, qui a réussi à rejoindre les États-Unis. Lui s'est beaucoup appuyé sur la communauté juive exilée à New York pour rebondir. Est-ce que Blumenfeld, lui, a eu besoin ou a souhaité, ou ces deux faits, appuyer sur cette même, disons, sociabilité, enfin cette même, ce milieu, ou est-ce qu'il a fait son chemin ? Oui et non, parce que, bon, déjà, au point de vue professionnel, il avait un contrat avec Harper's Bazaar tout de suite dès son arrivée. Enfin, qui avait été un peu interrompu. D'ailleurs, parce qu'après 2 jours, il retourne, il s'achète un costume, il retourne et il commence à travailler tout de suite pour Harper's Bazaar. Comme si rien ne s'était passé. Il partage, comme ils n'ont pas tellement d'argent au départ, là non plus, un studio d'un autre photographe qui s'appelle Martin Munkachi, qui est un photographe hongrois, juif, je crois, et qui travaille beaucoup à ce moment-là pour Harper's Bazaar. Il partage ce studio pendant 2 ans avant de pouvoir acheter le sien, qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie à New York. Oui et non. Disons que les directeurs artistiques des 2 grands magazines principaux, la Vogue et Harper's Bazaar, sont tous 2 juifs. Alexei Brodovitch au Bazaar et Alexander Lieberman chez Vogue, et il va travailler pour eux. Après, il n'est pas tellement dans une communauté... Oui. Ouais. Oui. Il est assez... comment dire, indépendant, un homme libre, absolument, et qui tient. Oui. Et donc, voilà, là, encore une nouvelle fois, après avoir connu une ascension absolument fulgurante à Paris, à New York, en un temps record, également, il a une ascension à ce moment-là qui est plus durable, fort heureusement. Aucune guerre ne vient l'interrompre. Et là, ça, c'est une photographie, une couverture iconique publiée en 50, comme on le voit. Alors, est-ce que Blumenfeld parlait beaucoup de son passé, des camps, ou est-ce qu'il a fait silence ?
C'est un peu difficile pour moi de répondre parce Mais enfin, que oui. ce que vos parents pouvaient... En tout cas, lui, il a fait un voyage quand même avec son plus jeune fils, Yorick, où il est retourné sur les traces de ces camps français. Et Vézelay restait toujours pour lui un endroit. Il est retourné avec son fils et il est retourné au Vernet. Il a photographié à ce moment-là ce qui restait des baraquements et de la gare du Vernet. Et il est retourné à Berlin également. Vous les avez, ces photos? Oui. Elles ont été exposées, enfin elles sont intéressantes, ou juste documentaires? Alors, plutôt... non, mais elles seront peut-être exposées un jour à Vézelay parce que on avait ce projet. Mais c'est vrai que Vézelay, il l'a photographié en couleur dans les années... il est allé avec son fils, je pense, en 56-57 en France. Et puis, il est retourné, lui, au Vernet à la toute fin de sa vie en 68. Oui. Donc et à Berlin en 1960. Donc oui, ces photos existent, mais il y a encore beaucoup de photos à découvrir. Je pense qu'on n'a pas fait le tour. Oui, il y a encore des choses à connaître Absolument. À la fois de sa vie, parce qu'il était assez attaché à une certaine transmission finalement, et de ce qu'il avait fait, ce qu'il avait vécu. La preuve, c'est cette autobiographie qu'il a mis 9 ans à écrire. Hein. Pour lui, c'était une œuvre majeure, l'autobiographie, et la rédaction de cette autobiographie a pris le pas sur sa pratique photographique. À la fin de sa vie, lui, il a effectivement composé, comme disait Ilson, ce livre avec ce qu'il a appelé My 100 Best Photos, avec 100 moments de sa vie. Alors, c'est un livre qui se compose en fait de 50 doubles pages où il met face à face. Qui est édité en français ? Qui est édité en France, oui. Mm-hmm. D'accord. Mais 100 meilleures photos. D'accord. Et il a photographié toutes les photos, vous m'aviez dit ça, toutes les photos de son père, qu'avait faites son père. Donc père à moi. D'accord, je croyais que c'était des photos. C'est quand on a constitué on a fait une base de... Enfin, je travaille pas mal, effectivement, avec Marianne Rosenstiel sur une base de données assez importante, et c'est mon père qui a photographié tout ce qu'il avait de son propre père, comme ça. Oui, non, je croyais que c'était ça remontait une génération encore. Non, je pense pas que les parents de Blumenfeld étaient des grands adeptes de la photographie. Enfin, je ne crois pas. Bien. Et vous avez, dernier point, vous avez sur l'écriture qui était finalement aussi son autre passion, vu la qualité de son autobiographie, qui est plus qu'une autobiographie, clairement. Il y a toute une histoire. Enfin, vous avez traduit, ça a été retraduit. Ah oui, Dorothea peut-être dire un mot. Alors, c'est la dernière traduction c'est paru cette année chez Babel, et puis avant, c'était Textuel, qui est illustré de toutes ces photos documentaires. C'est Françoise Toraille qui a fait une très bonne traduction, je pense. Mais peut-être que Dorothea peut dire un mot de l'allemand, de la langue allemande, de l'autobiographie. Oui, parce que l'autobiographie, en soi, est écrite dans un langage assez exceptionnel. C'est truffé de mots du dialecte judéo-berlinois, truffé de mots yiddish, alors que les enfants issus précisément de cette bourgeoisie libérale judéo-allemande, il y a interdiction totale d'utiliser le moindre mot yiddish, mais il y a ce dialecte judéo-berlinois qui reste truffé. C'est aussi un mélange d'aphorismes, de mots d'esprit. C'est quand même un langage très influencé par le style dada. Hein. C'est totalement fou. D'ailleurs, parfois, c'est aussi assez décousu, parfois difficile à suivre, et empreint d'un immense humour. Là aussi, je serais tentée d'ajouter un humour berlinois tout à fait particulier. Il y tient beaucoup. Je pense que c'est des choix esthétiques, littéraires très conscients. Il savait très bien comment jouer avec les mots de sa langue maternelle, et surtout, c'est une autobiographie qui est écrite en allemand.
hein, ce qui n'était pas le cas d'autres exilés qui écrivaient tous dans un américain, dans un anglais parfait, tel Hannah Arendt ou Adorno, comme ils ont écrit en anglais. Oui, alors il a fini par maîtriser le français. Bien, pas mal, très bien, très bien. Alors avec un accent et quelques petites erreurs, et l'anglais également. Le hollandais, jamais. Jamais. Bien. Eh bien, je vous remercie. Je crois que nous sommes arrivés un petit peu au bout du temps qui nous est imparti, et puis non pas au bout des mystères d'Erwin Blumenfeld, parce qu'on comprend bien qu'il y a encore beaucoup de choses à révéler dans tous les sens du terme, photographique et au niveau de son vécu. Et peut-être qu'il y a des questions qui nous viendraient du public. Pourquoi a-t-il été à Vézelay, puisqu'on y allait pour... il y avait toute une communauté. Oui, pourquoi a-t-il été à Vézelay, où il y avait certes avec Zervos, Badovici et d'autres toute une communauté d'artistes, mais il n'en parle pas du tout dans ses mémoires, personne n'en parle. Et bon, en plus, cet endroit-là, l'hôtel du Lion d'Or, n'était pas justement... Bon, parce que n'était pas très, très résistant, si on peut dire. Donc pourquoi a-t-il été à Vézelay si ce n'était pas pour s'intégrer à la communauté de Zervos et de Badovici? Alors au début de la guerre, donc lui est à Paris, sa femme et ses enfants sont en vacances en Savoie, et on leur dit vous ne pouvez pas rester près de la frontière avec l'Est, il faut aller plus au centre. Et sa femme, alors pour quelle raison? Elle va à Voûtenay-sur-Cure, dans une auberge où il reste un certain temps avant de trouver les aubergistes assez étranges. C'est dans le Morvan, hein, c'est ça? Oui, c'est dans le Morvan, c'est pas loin de Vézelay. Hein, la Cure, c'est coule au pied de Vézelay. Et ensuite, je pense qu'il a une idée romantique de Vézelay. Il adore les basiliques, il est fasciné par l'art et par cette basilique. Il photographie énormément. Il photographie d'autres églises, mais notamment la basilique de la Madeleine. C'est quelque chose pour lui qui est merveilleux. Il passe un très bel automne à Vézelay, et c'est vrai qu'il parle très peu. À Vézelay, il y a un croisement de personnes incroyable à ce moment-là, parce qu'il y a Romain Rolland, mais il y a aussi Le Corbusier, Badovici, comme vous disiez, Zervos. À l'hôtel, ils se font assez mal voir une fois qu'il est interné dans le camp, et qu'il écrit une carte postale qu'on a mise dans l'exposition d'ailleurs, où il dit « La nourriture ici au camp est bien meilleure qu'à l'hôtel ». Et dès le lendemain, mon père m'a dit « C'était fini, ils se sont fait quasiment jeter, plus rien servir du tout à manger, parce que je pense que si les cartes postales passaient la censure du camp, elles étaient aussi lues probablement par les aubergistes, voilà, par l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or. Mais en tout cas, il garde Vézelay ce souvenir des promenades autour du chemin de la Ronde. Il adorait cet endroit, et mon oncle, cette année, fêtait ses 90 ans à Vézelay. D'accord. C'est un lieu familial maintenant, oui. Oui. Alors, une des questions que je me posais, sauf si il y a une question, c'était sur la Shoah, la famille Blumenfeld et la Shoah. Bon, alors, il parle très peu effectivement d'autres gens, de façon générale, enfin, à part au plan professionnel, etc., mais parle peu de ses amis ou quoi dans son autobiographie. Mais il ne parle pas non plus des personnes qui ont été assassinées dans la Shoah, dans sa famille. Alors lui, sa famille, la famille Blumenfeld, elle a été un peu décimée avant la guerre, puisque sa mère est décédée, son père également, sa sœur également, son frère aussi. Donc sa famille nucléaire, il n'y a plus que lui. Après, c'est la famille de ma grand-mère qui a beaucoup souffert de la Shoah, parce qu'eux étaient en Hollande pour beaucoup. Et cette famille-là, donc récemment, j'étais à Berlin cet automne pour poser des Stolpersteine à Berlin, à la mémoire de la famille Citroën, qui ensuite donc là c'est une famille qui s'appelait qui était
alliée à, enfin c'était la sœur de Paul Citroën qui s'appelait Ilse Citroën, qui avait épousé un avocat berlinois, Franz Ledermann, et les avocats ne pouvant plus exercer, il était parti à Amsterdam avec sa famille, avec ses enfants, et eux ont été donc été très amis avec Anne Frank notamment, et ont été déportés, et à l'exception d'une des filles, ont été exterminées. Il y a également un beau-frère de ma grand-mère, donc le mari de sa sœur Wilhelmina, qui était avocat aussi, mais en Hollande, qui se cachait, qui a été tué à Auschwitz. Il y a beaucoup de la famille Citroën qui a disparu dans les camps, peu de la famille Blumenfeld, mais il n'en parlait pas particulièrement. Il n'en parlait pas beaucoup, oui. Il n'en parlait pas beaucoup. Bien, bien. Mais il y a une phrase quand même dans l'autobiographie où il dit « Il n'y a pas un jour où je ne pense pas aux 6 millions ». Ah oui, oui. Juste ça. Mais d'un point de vue personnel de ses proches, il n'en parle pas beaucoup. Son galeriste, Karl van Leer, qu'il aimait beaucoup, avec qui il a fait beaucoup de photographies très amusantes à Amsterdam. Et lui était juif, sa femme non. Ils étaient cachés, mais lui était dans la résistance en Hollande. Il a été également déporté à Auschwitz. Et puis finalement, il est mort au camp de Mühlenberg. Oui. Bien. Question? Non, aurions-nous... Oui, je ne vois rien, à vrai dire. Ah oui. Vous avez parlé des potentiels réseaux d'entraide qu'il y avait pour les communautés juives à New York. Je sais qu'il y avait des réseaux d'entraide similaires à Paris au début du siècle pour les communautés polonaises et russes qui étaient arrivées au début du siècle. Est-ce que Blumenfeld a bénéficié de ces réseaux d'entraide, et est-ce qu'il y avait des réseaux d'entraide berlinois qui étaient à Paris à cette période? Alors, au cours des années 30, il y a eu une kyrielle d'organisations, d'organismes de défense et de soutien des émigrés juifs. Mais alors là, la majeure partie de ces organismes étaient pris en charge ou organisés par la communauté juive française, notamment aussi très généreusement soutenue par la famille Rothschild, qui a pourvu une grande partie de ces fonds. Voilà, donc les grands organismes d'aide, c'était par exemple le CAR, le Communauté d'assistance aux réfugiés, d'ailleurs grandement aidé par le Joint américain, et des organismes comme l'ORT, l'OSE pour le sauvetage ou l'aide donnée aux enfants. Donc oui, il y a des organismes, l'HICM, pour lequel a travaillé notamment Hannah Arendt quand elle arrive à Paris, où elle va s'occuper du transfert des enfants juifs déjà orphelins en Palestine. Voilà. Donc oui, il y a une kyrielle d'organismes. Il y a aussi plusieurs organismes mis en place par les émigrés eux-mêmes dans, je crois, l'Union de défense des écrivains allemands, etc. Un organisme majeur, ou une institution qui a joué un rôle majeur au cours des années 30, c'était surtout la bibliothèque de la liberté allemande, une bibliothèque mise en place qui a récolté tous les ouvrages qui ont été interdits de publication en Allemagne, qui ont fait l'objet de l'autodafé. Une très belle bibliothèque, il n'y a pas encore de travail universitaire fait dessus, et qui a été installée dans un atelier d'artistes, boulevard Arago, à Paris. L'atelier existe toujours, et c'était un lieu de rassemblement majeur des immigrés. Mais en fait, vu que la France, il n'y avait pas que des émigrés autrichiens allemands, il y avait aussi 300 000 réfugiés originaires d'Europe de l'Est, puis les réfugiés russes, bien sûr, les républicains espagnols. La France était totalement débordée, dépassée par l'accueil de tous ces réfugiés. Donc les émigrés allemands et autrichiens ont dû se noyer un peu dans la masse, et l'aide s'est très vite avérée absolument insuffisante pour prendre en charge tout le monde. Oui, mais Irving Blumenfeld ne s'est jamais adressé à un quelconque réseau d'aide. Il n'est pas fait mention de cela dans son autobiographie. Je ne crois pas. Il évoque très peu tous ces réseaux émigrés. On voit les photos, il parle un peu de ses amis qui en sont issus, bien sûr,
Mais les liens avec la communauté immigrée ne paraissent pas vraiment, il n'y a pas mention dans son autobiographie. Il n'est pas dit qu'il ait fait appel aux aides de ces organismes. Non, Nadia? Non, je ne crois pas. Ouais. Oui. Par contre, on peut signaler quand même, parce qu'il y a un faisceau d'indices qui indique que Blumenfeld bénéficie du réseau élaboré par Varian Fry à Marseille, Ah oui. autour du consulat américain, qui est évoqué dans un livre incroyable qu'il a écrit, qui s'appelle « Livré sur demande » en français, chez Agone. Et le témoignage de Mary-Jane Gold, ça apparaît chez Anna Segers ou Jean Malaquais aussi. Donc là, il y a quelque chose qui se joue à Marseille, qui est une histoire extraordinaire. Lui obtient les visas grâce à un consul qui s'appelle Miles Standish, et parce que Varian Fry s'occupait beaucoup des personnalités marquantes, et en fait Blumenfeld est passé par un autre canal, effectivement par Marseille aussi, par le consulat. C'était la plateforme à l'époque. C'était la plateforme. La seule plateforme possible. Où il y avait tout un négoce de papier, puisque la plupart des papiers ont été plus ou moins produits. Enfin, avant 42. Clandestinité, disons. Bien. Autre question? Bonsoir. Oui, en fait, une question me venait en vous écoutant. Et comment vous qualifieriez la judéité du coup de Erwin Blumenfeld? Comment il aurait, au sein de la famille, transmis ou pas, ou par le non-dit, par omission, est-ce que c'est un choix finalement de pas, comme on parle de recours à ce réseau-là, peut-être qu'il en bénéficiait d'autres types de recours, et peut-être que c'est un état d'esprit, une philosophie, ou est-ce que, en parlant de ce livre, je pense à Israël aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de sa vie? Est-ce qu'on aurait des éléments sur ça, sur cette représentation, existence ou pas? Alors, autant ma grand-mère et sa famille, il y en a un certain nombre qui sont partis en Israël, autant lui était pas du tout sioniste. Je qualifierais sa judéité de très anti-religieuse, en fait. Mais pas cachée non plus. Enfin, voilà. En même temps, il vivait... Assumé, mais sur un plan laïque. Oui. Il était juif, laïque, et il avait eu quand même une petite éducation religieuse, quand même, et ses parents, absolument, surtout sa mère. Et puis il descend, comme beaucoup, d'un rabbin, le rabbin de Blumenfeld, qui était rabbin à Essen, et qui a une rue à son nom, et c'était son grand-père. Donc, oui, c'est une famille qui, à l'origine... mais dans son enfance, on faisait les grandes fêtes chez lui. La bar mitzvah, c'était un truc important pour le passage à l'âge adulte des garçons. Lui, bien sûr, a fait sa bar mitzvah avec un menu assez rocambolesque qui comprenait caviar, homard et autres choses très, très cachères. D'accord. Autre dernière question peut-être? Je ne vois toujours rien à l'horizon. Sinon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là et puis remercier. Je crois qu'il y a une ultime question à bras qui se lève. Ce sera la dernière parce que. Marche là. Oui. Donc, comme vous évoquiez la judéité de votre grand-père, je me disais, est-ce qu'il y a eu une transmission qui a sauté? Des fois, ça saute une génération. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être dans votre famille des rabbins, ou des gens très, très religieux? Merci. Oui, effectivement. Ça a même sauté peut-être 2 générations. Mais j'ai un neveu qui a fait un vrai retour vers le judaïsme, qui étudie, qui est dans une communauté assez orthodoxe à Paris. À Paris. Voilà, et qui qui est très très
intéressés, en tout cas immergés dans la religion juive, au grand effarement de mon père, par exemple. Ça a sauté au moins une génération. Après, à la seconde, c'est variable. Par le mariage, bien sûr, j'ai de nouveau acquis peut-être une pratique un peu plus importante, bien qu'assez minimale, mais mes enfants ont fait leur bar mitzvah et sont circoncis pour les garçons. Voilà. Oui. Sinon, il y a eu plutôt des scientifiques, Ah oui, non, il n'y a pas beaucoup de rabbins dans la jeune génération, bien que mon neveu peut-être deviendra rabbin, mais pour l'instant, non, pas beaucoup. Bien, c'est l'héritage Blumenfeld. Bien, eh bien, je crois qu'on va se quitter cette fois-ci. Merci beaucoup. Merci à vous trois et merci à tous.